Chers amis bulgares et chers amis de la Bulgarie, c'est-à-dire tous autour dans cette salle, quelle histoire européenne partageons-nous? C'est lors de mon séjour à Riga comme chef de mission diplomatique que j'ai mesuré à quel point les Européens dits de l'Est et ceux de l'Ouest n'avaient pas connu la même Seconde Guerre mondiale. Et Luc Lévy, ici présent, peut en témoigner. Nous avions à l'Ouest une situation simple et binaire, comme ça a été encore rappelé le 6 juin dernier. Alors qu'à l'Est, Est globalement parlant, les Baltes, les Polonais et bien d'autres étaient pris entre deux feux, avec toutes les conséquences contradictoires qui en ont résulté. Ce que mon père m'a raconté de la guerre, y compris son souhait de réconciliation avec l'ennemi, n'a rien de commun avec le récit que m'en faisait la ministre lettonne des Affaires étrangères, née dans un camp soviétique à Tomsk, en Sibérie. Seul point commun, ce sont les souffrances. Et ce sont mieux que les historiens, à mon avis, les romanciers, qui sont à l'honneur, à juste titre, aujourd'hui et demain, ici et ailleurs dans les instituts français du monde, ce sont eux qui en témoignent le mieux, de Sophie Oksanen, estonienne d'Helsinki, à Dobromir Bajtchev, que j'ai eu le privilège de pouvoir lire, tout en regrettant qu'en France, l'accès à la littérature bulgare de langue française soit aussi compliqué, y compris à la FNAC. Le sujet de la table ronde, c'est la construction européenne. Qu'est-ce que j'entends par construction européenne? C'est l'organisation d'une coexistence pacifiée entre des nations européennes volontaires, disposées à nouer des compromis politiques et à exercer certaines compétences souveraines ensemble. C'est une affaire qui marche, étape par étape, depuis 1950. Ce que je voudrais faire en introduction, c'est m'attacher au contexte historique et géopolitique successif, en commençant par un constat. C'est la troisième fois dans son histoire que la construction européenne se détermine en fonction de la situation stratégique du continent. La première, c'était la guerre froide. L'Union européenne est le produit de la guerre froide. La deuxième, c'est le vide laissé par l'effondrement de l'Union soviétique. Et la séquence actuelle s'est ouverte avec l'agression russe il y a 2 ans et demi. Ce qui se passe à l'Est est donc toujours pour nous du nouveau. C'est du nouveau, c'est une constante historique qui surplombe sans surdéterminer la trajectoire d'établissement d'une Europe démocratique qui a par ailleurs, et dès l'origine, sa dynamique interne propre. Mais c'est, me semble-t-il, pour répondre à la question histoire commune, ma réponse est non, sauf depuis le 24. Je ne dis plus le 24 février 2022, j'ai lu Artem Chapey, un écrivain soldat ukrainien engagé volontaire, dans un livre dont le titre est très explicite, pour un Européen de base, les gens ordinaires ne portent pas de mitraillettes. Il parle du 24, et dit-il encore, c'est le jour de l'invasion des ténèbres. Vous voyez, on a besoin des écrivains. Alors, première étape, je la rappelle pour ceux qui n'y ont pas participé. En 1945, le continent est divisé, une division gelée par la guerre froide. Le projet de réconciliation européenne ne porte que sur la partie ouest du continent, sous l'impulsion des États-Unis. C'est la diplomatie américaine qui a su faire évoluer la politique française à l'égard de l'Allemagne, en suggérant aux Français de passer d'une stratégie d'occupation des régions industrielles, de la Ruhr et de la Sarre, et de présence militaire sur la rive gauche du Rhin, vieille obsession française, à une initiative de cofondation par les Européens eux-mêmes d'institutions supranationales. Il y a un épisode peu connu qui est l'encouragement explicite du secrétaire d'État américain Dean Acheson à son homologue français, le frontalier Robert Schuman. Je cite, « Je crois que notre politique en Allemagne
et le développement d'un gouvernement allemand qui pourrait occuper la place qui lui revient en Europe occidentale repose sur la prise en main par votre pays du leadership européen pour ce qui a trait à ces problèmes. Vous voyez le piège intelligent et subtil d'Hutchison à l'égard de Paris, articuler le but américain d'une cooptation d'Allemagne qui est mal perçue en France et l'intention française de jouer un rôle moteur qui nous convient très bien, n'est-ce pas? Et ça date du 30 octobre 1949, c'est-à-dire quelques mois seulement avant la fameuse déclaration Schuman du 1er mai 1950. Le premier gouvernement allemand, ça aussi c'est pas très connu, dirigé par Konrad Adenauer qui vient de s'installer, il cherche évidemment à sortir son pays d'un statut de paria. Donc il est prêt à faire des concessions pour rallier une union économique qui lui est proposée sur un pied d'égalité. Et la veille de la fameuse déclaration française, Robert Schuman envoie par le train de nuit à Bonn un émissaire qui ramène le matin, qui ramène le consentement des Allemands. Mais la position d'Adenauer était très explicite. Il considérait que l'union avec la France était un moyen de défendre l'Europe de l'Ouest contre une Russie, on disait la Russie, toujours plus présente militairement, 250 km entre le Rhin et la trouée de Fulda. De Gaulle disait une seule étape du Tour de France. Un jour, en vélo, 250 km. Pour le chancelier allemand, le partage de la souveraineté sur le charbon et l'acier était donc d'un intérêt secondaire. Autrement dit, l'échelle pertinente, pour parler comme mes collègues géographes du grand continent, n'était pas l'ère carolingienne du franco-allemand élargi selon la petite musique légendaire de la construction européenne, mais c'est celle du continent à réorganiser dans sa partie occidentale pour le protéger. Étape numéro 2, 91, effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques sur elle-même et par elle-même, un vide à combler. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est l'un des instruments, à la demande expresse des pays concernés. On en a eu un témoignage ce matin par Una Bergmame. Indépendance à protéger, liberté à protéger. Et c'est Sandy Berger, encore un Américain, qui dirige à ce moment-là le Conseil national de sécurité de la présidence Clinton, qui diffuse le concept d'enlargement, en français élargissement, même si le président Giscard d'Estaing l'avait déjà employé. La communauté devient union en 1993, et le nouvel ensemble à bâtir en Europe centrale et baltique ne se nomme pas Union européenne, mais la famille euro-atlantique. Je dois dire que, comme ambassadeur de France, ça m'irritait cette expression, mais je n'avais pas le choix. La famille euro-atlantique, pour bien signifier un retour dans l'espace de civilisation européenne sous parapluie de sécurité américain. Encore une fois. Encore une fois. Les critères de Copenhague sont formulés. En 2 mots, les critères de Copenhague, c'est Montesquieu et l'économie de marché, pour s'adapter à la réalité difficile de ces pays satellites qui sont héritiers d'une économie centralement planifiée et qui sortent d'un règne d'État contrôlé par un parti unique. Le Big Bang, c'est 2004, complété en 2007, Roumanie, Bulgarie. C'est une décision politique, même s'il y a des critères. Et je vous donne un exemple. Si on avait eu une approche au cas par cas, fondée sur le seul mérite, la Pologne aurait été au bout de la liste. 40 millions d'habitants, le charbon de Katowice, tous les problèmes, etc. Et c'était inacceptable en termes de géographie politique. Finalement, au fin des fins, en Conseil européen, la décision d'élargissement est toujours une décision politique, même s'il y a des rapports de la Commission. Évidemment, on a laissé de côté l'Ukraine, la Moldavie, les pays du Caucase à cette époque, parce qu'ils étaient perçus à Berlin et à Paris à l'ombre de la Russie. Je reprends le titre formidable du livre de Sylvie Kaufmann, ici présente. Elle sait que je l'ai lu il y a déjà longtemps, à sa sortie. Quand on est aveuglé par une lumière, tout ce qu'il y a à côté est dans l'ombre. C'est très simple. Il n'y a pas que la fascination, il y a les effets collatéraux de la fascination. Étape numéro 3, le 24, donc février, nouvelle séquence. Agression militaire et informationnelle. Nous sommes en guerre hybride. Nous ne sommes pas, nous, Européens de l'Ouest, confortablement installés, nous ne sommes pas en première ligne,
Pas encore, mais nous sommes aux premières loges. Nous sommes aux premières loges, on n'est pas conscient. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, je n'insiste pas, notamment Alexandre Lévy, mais la tragédie ukrainienne a pour effet paradoxal de clarifier définitivement, à moyen terme et dans la douleur, la question des limites finales de l'Europe démocratique. On verra ce qui se passera au Conseil européen en fin juin. La France va pousser pour une décision un peu plus allante dans la perspective de la présidence hongroise du Conseil européen à partir du 1er juillet. On essaye d'engranger au maximum avant cette période, et puis on aura ensuite la présidence polonaise au 1er janvier 2025, et là, on pourra compter sur leurs actions. Donc, je n'insiste pas sur les raisons pour lesquelles les questions des limites ont toujours été compliquées, parce que c'est un sujet de division, non seulement entre les États, mais aussi entre les familles politiques. Pour le démocrate chrétien Robert Schuman, on assemble ceux qui se ressemblent. Pour Jean Monnet, on fait une grande Europe libérale, un grand marché, etc., etc. Il n'y a que la diplomatie américaine qui a toujours eu une vision, je dirais, cohérente et constante de ce que va être l'Union européenne finale. L'ensemble des pays du Conseil de l'Europe, de Strasbourg, moins la Biélorussie et la Fédération de Russie. Parce que c'est dans l'intérêt des États-Unis. Obama à Ankara, Bush à Ankara, il est d'intérêt des États-Unis que la Turquie rejoigne l'Union européenne. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc les limites sont clarifiées, mais on a maintenant un ensemble qui sera plus grand, plus hétérogène, plus vulnérable aux influences extérieures. Et là aussi, le temps, l'espace, c'est à ce moment de clarification que le grand allié américain, et pour des raisons de politique intérieure et de priorités extérieures différentes, structurellement moins engagé dans les affaires européennes, Ukraine exceptée, pour l'instant, comme si à Washington, on considérait que sa mission de réorganisation de l'Europe démocratique était pratiquement en voie d'achèvement. Job completed. Et il faudra qu'on s'habitue à nous prendre en charge. Nous avons à Washington la dernière administration atlantiste. Alors, processus d'élargissement politique, je dirais même maintenant, j'ai passé une semaine à Bruxelles avec la représentation permanente française, notre représentant permanent dit le processus d'élargissement devient géopolitique au sens propre. Je suis géographe, je regarde la carte d'Helsinki à Sofia et à Athènes. 8 des pays de l'Union européenne actuelle sont frontaliers de la Russie et de l'Ukraine, et 5, j'ajouterai 6 avec l'Italie, sont frontaliers des pays candidats des Balkans occidentaux. Donc 13 ou 14 pays sur 27, la moitié. Ça peut même être un peu plus. Donc ça veut dire que comme le processus d'élargissement se décide à toutes les étapes à l'unanimité, c'est l'intérêt national des pays frontaliers qui décide. Si la Hongrie bloque l'Ukraine, c'est d'abord à cause de la question du statut de la minorité magyarophone dans l'ouest de l'Ukraine, dont une partie d'ailleurs est allée en Hongrie. Et c'est vrai que Kiev n'a pas toujours très bien géré les choses, en tout cas au début. Mais ce n'est pas ici que je vais raconter ce qui se passe entre Sofia et Skopje. Donc on va décider sur la base des intérêts nationaux. Donc les États frontaliers, ils pèsent dans les conseils européens et dans le Conseil européen du 26-27 juillet prochain, dans un sens de oui mais à la faveur de l'Ukraine. Dernière remarque de géographe, c'est la première fois qu'une limite en perspective de l'Union européenne sera en même temps une ligne de front. C'est la première fois que ça nous arrive. Alors que toute la stratégie de l'élargissement, c'était d'avoir des voisins pacifiques. C'était un outil de sécurité interne tout à fait extraordinaire. Donc là, c'est tout à fait nouveau comme processus. C'est tout à fait nouveau. Alors, vous allez discuter des réalités complexes déjà évoquées des Balkans occidentaux. D'ailleurs, quand on parle de Balkans, aujourd'hui, on parle de complexité. Vous voyez, c'est un terme très général, à la Edgar Morin. Il n'y aura pas d'adhésion en bloc régional. Moi, j'avais longtemps pensé ça, à condition qu'ils se mettent d'accord entre eux sur différentes questions. Vous connaissez la géographie, et donc la bonne formule, c'est celle de l'intégration graduelle, étape par étape, tout en les associant sur les questions politiques ou de sécurité
à la communauté politique européenne. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre la fin du parcours d'obstacles pour donner la parole à des États candidats ou pré-candidats qui ont des choses à nous dire et une contribution à nous apporter. C'est ce que Ismaël Canaré nommait déjà il y a 25 ans, le 16 avril 1999, dans un grand article publié par le journal Le Monde, hein, l'européanisation des Balkans. Lui, c'était en pleine guerre du Kosovo. Il dénonçait l'oubli des Européens de l'Ouest à l'égard de l'Albanie et des régions albanophones, notre oubli après Yalta, notre méconnaissance, nous, Européens de l'Ouest, de l'histoire des Balkans occidentaux et nos préjugés. Et il rappelait aussi que l'Allemagne avait procédé après 1945 à ce qu'il appelle un exorcisme collectif. On ne voit rien de tel, évidemment, chez les Etrusques. Hein. Moi, parmi les signaux faibles hein, de ce qui s'est passé le 24, il y a eu bien sûr la destruction de Mémorial en décembre 2021. C'était un signal, évidemment, parmi d'autres. Le révisionnisme bien analysé par Nicolas Werth, président de Mémorial en France, par le président russe qu'il qualifie d'historien en chef. Voilà, donc il dépend de nous, du côté pour l'Ukraine, que ce pays ne retombe pas dans les ténèbres hein, et que nous soyons solidaires de ce qui se passe. Je conclurai sur la question des valeurs communes du modèle européen. C'est une question qui est très compliquée, au-delà de la rhétorique, si vous voulez. Hein. Et là aussi, vous voyez, je regarde chez les écrivains, les philosophes, un historien attaché à la saisie du nous et des autres, nourri de la philosophie des Lumières, Luc a déjà deviné, Tsefan Todorov, natif de Sofia en 1939, devenu français en 1973. Et c'est là que j'ai trouvé la meilleure définition du modèle européen en termes de valeurs. Il cite « rationalité, justice, démocratie, liberté individuelle, laïcité, tolérance ». Moi, j'ajouterais la place de la pensée critique et le doute. C'est une vertu philosophique qui fait que les Européens sont toujours insatisfaits de l'état des choses, à la différence des Américains, au moins jusqu'à ces dernières années. C'est une identité mouvante qui se renouvelle depuis 3 décennies avec une plus grande diversité. Et c'est compliqué, notamment pour nos opinions publiques. Nouveaux peuples, nouvelles langues, mémoire et passé différents. C'est donc un enjeu d'ouverture aux autres. Et moi, je pense depuis longtemps qu'il n'y a pas de construction européenne qui vaille sans connaissance de l'histoire et de la culture des autres dans une Europe polychrome, Todorov, d'ailleurs, aime se référer à un philosophe anglais du XVIIIe, David Hume, qui s'interrogeait sur la différence entre l'Europe et la Chine, métaphoriquement la Chine. Hein. Il disait, mais pourquoi cet épanouissement culturel, cette pluralité des États qui compose l'espace européen, et c'est un élément favorable, cette diversité. Je cite Hume, « Rien ne favorise davantage l'essor de la politesse, une grande valeur des Lumières, la politesse, hein, et du savoir qu'un nombre d'États voisins indépendants qui sont liés entre eux par des relations commerciales et politiques. L'émulation qui jaillit naturellement entre États voisins est une source évidente de perfectionnement. » Alors, Hume, il compare avec la Chine, un vaste empire, une seule langue, gouverné par une seule loi, unis dans les mêmes mœurs. Hein. En fait, c'est d'ailleurs assez vrai maintenant, mais il avait, comme Montesquieu et les lettres persanes, en ligne de mire le catholicisme romain. Mais à l'époque, c'est plus facile de parler de la Chine. Donc la diversité, et la diversité, c'est la friction. Et je suis toujours irrité quand je vois dans les médias et les réseaux sociaux, les Européens sont divisés, mais par définition. C'est justement le dépassement des divisions, la friction, qui fait qu'on peut prendre des décisions en commun. Cette idée de division des Européens est complètement stupide. Je ne nomme personne. Je conclus toujours avec un écrivain pour rendre hommage au travail des instituts français, hein, ici et ailleurs, et je vais l'actualiser, Héry de Luca. Héry de Luca, c'est un écrivain européen engagé, mais son texte date de 2019. Quelle heure est-il? Tôt le matin, l'Europe se met en route pour l'école. Elle rapporte ses devoirs à la maison. Alors les devoirs, c'est lutter contre les poussées en arrière par un élan vers une union toujours plus étroite.
Le devoir sera effectué par les meilleurs élèves, ceux du noyau fondateur. Que feront les autres? Ils suivront un peu à contre-cœur par le chemin des écoliers. Deux remarques, une remarque générale et une remarque conjoncturelle. La remarque générale, c'est que depuis 2 ans et demi, les élèves du noyau fondateur ont enfin dû se mettre à l'écoute des autres, et notamment les Finlandais, les polono-baltes, comme on dit aujourd'hui, parce qu'eux étaient nourris d'une véritable connaissance de la structure du pouvoir néo-impérial russe, entre autres. Moi, je me souviens à Riga, l'ambassadeur de Russie, qui disait vous êtes les prochains sur la liste. Hein, vous vous souvenez, Luc, hein, bon. Donc, vous voyez, avancer dans la construction européenne, ça suppose bien de prendre en compte la diversité des trajectoires, des passés douloureux, des aspirations légitimes, d'accepter la friction. On n'a pas toujours raison, même si on est fondateur. Alors, il se trouve que depuis dimanche dernier, je ne suis pas sûr qu'on aura les meilleures notes en France et en Allemagne, mais on aura un maître d'école qui va peut-être nous remettre dans le droit chemin des écoliers, c'est le Parlement européen, remarquablement stable. Et là, on voit bien la force de cette institution démocratique méconnue, mais tellement utile par les temps qui courent. Merci de votre attention.